merci d'être venu, même si vous êtes venus peu nombreux. Je suis vraiment désolé que la problématique intéresse beaucoup plus les femmes et qu'elles ne soient pas ici présentes. Ça se comprend, les tâches domestiques, surtout qu'on est en saison pluvieuse. Donc, je pense que ce sont les raisons principales, sans compter cette chaleur qui nous affecte depuis plusieurs jours. Donc, je rentre carrément dans le vif du sujet. C'est Sidi Traoré. Je suis le secrétaire général de l'Union des coopératives de femmes du Kidimaha. Je suis accompagné de Samori Diallo, qui est un assistant, qui est comptable de formation et qui est membre du bureau de parents d'élèves et de l'ONG AMPEF. Donc nous n'allons pas tellement nous tarder et on va immédiatement rentrer dans le vif du sujet. D'abord, quelle est l'origine du mouvement coopératif au Kidimaha? Il faudrait bien qu'on fasse un peu d'histoire pour comprendre comment est-ce que ces coopératives ont émergé. Il y a deux facteurs qui sont à la base de cette éclosion coopérative. Le premier facteur, on peut dire que c'est endogène, parce que c'est au niveau local que les femmes se sont organisées pour mettre sur pied ces coopératives sur impulsion des délégations régionales de l'agriculture. Mais à l'époque, c'était des groupements pré-coopératifs. Mais on accompagnait la coopérative, la délégation avait été véhiculée, il y avait des agents, et on accompagnait, dès qu'une demande est formulée, les membres de la coopérative sur leur site. Et on leur dit, voilà comment il faut tenir une réunion, voilà comment il faut tenir une assemblée générale, voilà comment il faut tenir un cahier de caisse, la comptabilité de façon générale. C'est ça. Maintenant, une fois que cette phase est dépassée, c'est la phase dite coopérative, essentiellement. Donc, il faut savoir que même s'il y a une mobilisation communautaire, à côté aussi, il y a une impulsion du gouvernement dans la structuration du mouvement coopératif. Ça, ce sont des facteurs que je peux dire internes, qui sont endogènes. Mais il y a d'autres facteurs qui sont exogènes, à l'extérieur, qui nous sont venus de l'extérieur. Par exemple, je donne l'exemple du GRDR. Même pas le GRDR, bien avant le GRDR, c'était War on Want. En 1976, après la crise de 1973, la première organisation d'aide internationale à intervenir au Kidimaha, c'était War on Want. Et War on Want, et qui a écrit même un document qui s'appelle le Kidimaha mauritanien. Et je vous conseille de retrouver ce document et de le lire. C'est là où il parle comment il faut mettre sur place une coopérative, une organisation coopérative. Vous comprenez? Maintenant, après leur départ, le projet DRIC s'est inspiré de ça. Puis par la suite, comme les GRDR avaient pour objectif d'accompagner les migrants et qu'il avait formé dans la filière maraîchère, donc la France avait une politique, c'était celle de faire retourner les émigrés dans leur pays d'origine. Donc un émigré qui présente sa carte de séjour, on lui donnait un montant de 5 millions. Une fois arrivé dans son terroir, il met sur pied un projet. Mais comment le suivre? C'est comme ça que le GRDR est venu au Kidimaha. Et ça a coïncidé avec l'émergence du mouvement associatif. Et donc le GRDR a reçu plusieurs demandes avant de coopérer avec les associations villageoises. Mais comme les associations villageoises sont monopolisées par des hommes, les femmes à côté, elles ont créé des coopératives. Maintenant, c'est devenu tellement nombreux parce que c'est devenu du n'importe quoi. C'est presque devenu un fonds de commerce.
Il faut seulement venir avec une liste de 7 personnes, les statuts, les règlements intérieurs, donner un montant et la coopérative est constituée. Sans qu'on connaisse le contenu des statuts, sans qu'on connaisse le contenu des règlements intérieurs. C'est pourquoi les coopératives sont pour la plupart monopolisées par un seul individu. Alors qu'il était censé qu'elles opèrent sous forme de démocratie, parce qu'il y a au moins un président, il y a au moins un secrétaire général, il y a au moins un trésorier. Mais vous voyez que dans le système coopératif, une seule personne, le plus souvent la présidente, s'accapare de tout. Vous comprenez? Et cela fait partie des problèmes que rencontrent les coopératives. La gestion des coopératives n'est pas tout à fait, comme on le pense, une gestion communautaire. C'est souvent une gestion individuelle, voire une gestion familiale. Maintenant, dans ce contexte, donc, plusieurs coopératives ont émergé. Les GRDR étaient devant ces problèmes. Comment satisfaire toutes ces demandes? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de telle sorte que les coopératives se regroupent à l'échelle communale. C'est de là que les monographies communales ont débuté et des cadres de concertation ont été mis en place. Et c'est de là que les unions des coopératives communautaires ou villageoises ont petit à petit et de façon progressive évolué vers la formation des organisations faîtières comme l'Union des coopératives des femmes de Guidimaha, comme le collectif des unions de Guidimaha. Voici un peu, si vous voulez, le contexte dans lequel a surgi le mouvement coopératif au niveau de Guidimaha. C'est ça qui est à la base de la création. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on en tire? Je peux vous montrer quelques images. Il faut savoir que les femmes, pour la plupart, après l'activité agricole, ce qu'elles ont comme activité principale, c'est le maraîchage, qui est la filière la plus exploitée au niveau de Guidimaha en période de contre-saison froide. Mais voyons, vous allez voir par exemple une coopérative dans un village où s'active une quarantaine de femmes sur une superficie qui ne fait pas cette salle. Et on cultive dans ce site des carottes, des choux, des navets, des aubergines, tout est mélangé. À côté, vous allez voir une autre coopérative villageoise qui fait aussi la même chose. Dans ces conditions, il est pour moi difficile, pendant 3 mois, soit 90 jours, qu'une femme s'active sur une parcelle de 2 mètres carrés ou de 5 mètres carrés. C'est contre-productif, c'est contre-économique. Donc nous ne pouvons pas continuer à appuyer, vous comprenez, à appuyer une activité qui économiquement n'est pas rentable et ne profite pas à la communauté. Je sais qu'il y a beaucoup d'ONG qui interviennent dans ce cadre, mais on suit le contexte international qui préconise la sécurité alimentaire et qui considère le maraîchage comme l'une des filières susceptibles de lutter contre la pauvreté. Mais nous constatons sur le terrain qu'il n'y a pas de retombées, d'autant plus qu'il y a une forte concurrence au niveau du Maroc. Vous voyez sur le marché, il est inondé par des produits venant du Maroc, sinon c'est le Sénégal, le Mali. Et dans des conditions où on n'a pas des unités de transformation, on n'a pas des unités de conservation, dans des conditions où on n'a pas des unités de transformation, ni des unités de conservation. Et c'est un grand problème pour le développement du secteur maraîcher
qui est, après l'agriculture, l'activité prédominante des femmes au niveau du Guidi Maha. Nous, si nous voulons appuyer notre communauté, nous devons montrer la bonne direction. Si nous trouvons que le maraîchage n'est pas rentable, nous devons sonner l'alerte. J'ai vu aussi que les coopératives, plus c'est une exploitation individuelle, elle a beaucoup plus de retombées financières que si elle est une exploitation communautaire. Maintenant, nous, par rapport à ça, on a dit que le temps est venu de changer nos pratiques culturelles. Ce n'est pas parce que je suis fils de paysan que je connais forcément la paysannerie. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, ça manque. Si vous prenez toutes les coopératives, vous allez voir, il n'y a qu'une seule femme dans une coopérative qui sait lire et écrire. Toutes les autres ne savent pas lire et écrire. Et c'est un grand problème. Parce qu'on appelle ces femmes des Djoguntro, des Wulumboni qui viennent à Silibabi. On leur donne des blocs-notes, on leur donne des stylos. Et pour des gens qui sont illettrés, soyons sérieux et on leur demande de restituer le savoir qu'elles ont appris à Silibabi au niveau de leur communauté. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui ne sait pas lire, quelqu'un qui ne sait pas écrire peut? Vous voyez. Donc c'est pourquoi les effets ont été beaucoup plus négatifs que positifs. Maintenant nous sommes en train de revoir ce système de production. Nous avons mis en place un jardin agroécologique qui pour l'instant n'a pas tellement démarré, mais on est en phase de démarrage. Il y a les Grettes avec Enabel qui sont en train de réfléchir sur un projet pour le montage d'une chaîne froide pour la conservation des légumes, parce que pour la plupart du temps, ça se perd par pourrissement ou par décomposition. Il y a aussi des unités de transformation qui sont prévues sur ce site. Et donc, sur ce site, nous avons privilégié les femmes qui n'avaient pas accès à la terre. Et vous savez, encore, c'est l'un des problèmes importants que rencontrent les femmes. Et je le déplore. Je le déplore pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'hommes ici au niveau du Guidi Maha. Si vous partez dans les villages, vous ne trouvez que les enfants et les femmes. Vous ne trouvez que c'est des catégories de couches qui sont au village. Donc cela pose un sérieux problème pour le développement d'une telle activité. Mais ce qu'on a pensé, c'était de diviser les femmes, les coopératives. On regroupe 2 à 3 coopératives pour former un groupe de travail. Et ce groupe de travail, on lui confie une filière. Par exemple, le piment. Un autre groupe, composé de 2 à 3 coopératives, on lui donne une parcelle de 0,5 hectares, par exemple, à titre d'exemple, on lui donne 0,5 hectares. En échange, au moment des récoltes, 90% lui revient et 10% revient à l'ICFG. Maintenant, c'est des groupes et chaque groupe cultive, exploite une variété différente de l'autre. Donc, toi, tu as ce que je n'ai pas et moi, je sais que tu n'as pas. Donc, le besoin d'échange économique, c'est comme le système, l'ancien système de troc. Quand le peul échangeait son lait avec le soninké qui donnait son mil, exactement comme ça. C'est comme ça que le commerce, la commercialisation va être suscitée. Et c'est comme ça que les revenus vont se produire. Sans cela, ce serait très difficile. Et sur ce site, il est prévu aussi qu'on le transforme en centre de formation. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas parce qu'on est forcément paysan qu'on connaît la paysannerie. Donc, il y a des personnes locales qui sont là, qui font de l'agriculture et qui ont fait des formations. Et comme aujourd'hui,
on met l'accent sur les langues nationales, je crois qu'on doit valoriser les compétences de ces personnes locales qui vont parler la langue du milieu, et c'est avec la communication que tout peut se passer dans de bonnes conditions. Bon, avant de continuer, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai improvisé. Bon, voilà, je ne sais pas si s'il y a des jaunes d'ombre quelque part, ou si vous avez des interrogations, n'hésitez pas de m'arrêter. Je suis à votre disposition. Il y a d'autres activités. Ce n'est pas seulement le maraîchage. De plus en plus, les femmes sont en train de mettre en place des activités entrepreneuriales. Par exemple, la couture. Ça, c'est une activité que beaucoup de filles, ça intéresse surtout les filles, elles le font. Ils font aussi la fabrication du savon. Vous allez voir comme la coopérative Bamtare. Hein? Bon, elles font aussi, elles gèrent aussi des moulins à mil comme à Kininkumu. C'est des moulins à mil. Elles ont recruté un gérant qu'elles payent chaque mois. Donc à la fin du mois, ils ont un fonds. Ce fonds est divisé en 3 parties. Une partie pour la coopérative, une partie pour les gérants et une autre partie pour la maintenance. Voilà, c'est ça. Là, vous avez les femmes qui font l'artisanat. Là, c'est la confection des draps avec la broderie. Tout ça, c'est des activités que les femmes mènent au niveau de Guidimaha. Mais il y a encore une autre activité qui est encore très très importante, c'est l'aviculture, qui est pratiquée dans plusieurs localités, à Selibabi, à Djagili, à Tachot. C'est une activité économique qui est en train de se propager et de se développer. Et on sait pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les prix de la viande rouge au marché, c'est des prix pratiquement inabordables. C'est des prix qui ne sont pas à la portée de beaucoup de personnes. Donc la demande de la chair blanche sur le marché devient alors extrêmement importante. Donc, d'où une forte tendance vers ce produit. Parce que économiquement, c'est régénérateur des revenus. Malheureusement, cette activité, comme le maraîchage, ça ne dure pas longtemps. Le maraîchage, vous voyez, c'est 3 mois. L'aviculture, peut-être, si c'est de trop, ça va être de 6 mois. Parce que ça dépend des périodes. Et c'est un très grand problème au niveau de la région. Beaucoup de gens ont investi dans ce secteur, ils ont perdu. Peut-être que les conditions techniques n'étaient pas réunies, mais en tout cas, il faut revenir sur cette activité. Et j'ai vu d'autres coopératives importer même des poules à l'extérieur pour faire un croisement avec nos poulets traditionnels. Et ça donnait une race améliorée. Donc je crois que c'est des initiatives à encourager. Bon, aussi bien que les initiatives concernant les cultures hors sol, parce qu'on sait que de plus en plus, les sols sont en train de se détériorer à cause des effets du changement climatique. Toutes les terres hautes qui étaient jadis exploitées ne le sont plus aujourd'hui. Donc, si on peut faire un maraîchage de cases, comme on dit, c'est-à-dire au lieu d'aller dans un jardin communautaire, tu es chez toi et tu peux avoir quelques carottes, quelques navets, quelques aubergines, n'est-ce pas, en mettant ça dans des seaux ou dans des barriques, des choses comme ça. Bon, je vais finir par ceci, qu'il faut établir un lien entre l'insécurité alimentaire et la situation des femmes.
Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui sont les bras actifs au niveau de la région de Guidimaha. Si l'homme en général fait l'agriculture, la femme fait à la fois l'agriculture et le maraîchage et d'autres activités supplémentaires. Mais s'il se trouve que c'est elle qui est le bras actif, dans un contexte d'émigration, dans un contexte où on a beaucoup de nos ressortissants qui ne sont plus avec nous, qui se sont installés ailleurs, dans un contexte de développement de l'immigration clandestine, donc où les hommes qui exploitaient les terres, il y a de la place. Cette place-là, il faut faire de telle sorte qu'elle revienne aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui sont dans les villages, c'est elles qui sont dans les familles, c'est elles qui s'occupent de la nourriture. En gros, c'est elles qui s'occupent de la sécurité alimentaire. L'autre problème, c'est qu'on doit comprendre que le facteur principal qui a été à la base de l'immigration, c'était l'insécurité alimentaire. Parce que les flux financiers migratoires que nos émigrés, qu'ils soient en Espagne, aux États-Unis ou en France, envoient, le plus souvent, c'est investi dans l'alimentaire. Vous allez trouver dans l'ancien grenier du riz aujourd'hui qu'on paye à la boutique avant qu'il venait de la terre. Vous allez trouver des arachides qui viennent du Mali. Vous allez trouver de l'huile qui vient de la boutique, de sorte que ça a créé un assistanat dans les mentalités. De sorte que si vous venez, chaque fois, ils s'attendent à ce que vous donnez, mais eux, ils ne veulent pas faire le moindre effort. Parce qu'on les a habitués à ça. Le problème est là. Maintenant, comment faire de telle sorte que la diaspora, aujourd'hui, la diaspora, elle est bien cotée par les partenaires internationaux. Si on regarde la diaspora sénégalaise ou la diaspora malienne, mais elle a fait beaucoup d'investissements au profit surtout des couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Je crois que la nôtre peut la faire. Et ça, c'est une amorce, c'est un début et qu'il faut accompagner. Mais aussi, il faut essayer de faire des efforts pour nouer des contacts avec des partenaires financiers, comme par exemple les MIDA, qui interviennent dans tous les secteurs d'activité que je viens d'énumérer tout de suite. Que ce soit dans la filière maraîchère, dans la filière avicole. Il y a beaucoup de partenaires, comme le ProDéfi, comme un appel, je ne sais pas, il y a beaucoup de partenaires qui interviennent dans ce domaine. Mais aussi, on a un problème avec les coopératives, le problème d'écriture de projets. Beaucoup de coopératives viennent vous voir, soi-disant, montez-nous un projet. Un projet ne s'apporte pas de cette façon. Un projet, c'est d'abord au niveau de la base. Ce sont les membres qui s'asseyent, qui discutent entre eux et qui trouvent des objectifs, des activités. Et maintenant, qui partent voir quelqu'un qui s'y connaît et discuter. Mais venir dire carrément, faites-moi ceci, cela veut dire que toi, il y a quelque part un problème dans la conception. C'est pourquoi la mise en œuvre des projets, ça a toujours posé problème. Et c'est pourquoi après retrait du bailleur ou du partenaire financier, le projet est souvent dans l'eau. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Quelques observations à formuler par rapport à CIV. Vous aurez des généreux donateurs qui vont venir vous appuyer. Donc c'est pourquoi ça a cultivé en eux un esprit d'assistanat. Donc quand vous voyez une coopérative aujourd'hui, la dame, elle a dans un classeur l'agrément. Elle entend un nouveau projet, un nouveau programme, elle part pour chercher des financements. Éternellement, ils sont en train de chercher des financements. Et c'est pourquoi même dans une famille, vous trouvez 3, 4 coopératives dans une famille. Moi, j'ai une fois, une femme m'a dit qu'elle a une coopérative, sa fille est née à une coopérative, son mari a une coopérative. Or, qu'est-ce qu'une coopérative? Une coopérative n'a de sens que quand
elle offre des services à ses membres. Sinon, ce n'est pas une coopérative. Une coopérative où on se réunit, on est tous des producteurs, soit on est des commerçants, ou on est quelque part, on crée de la valeur ajoutée. On essaie de se regrouper en coopérative pour créer des synergies en termes d'accès aux intrants, en termes de commercialisation, en termes de plaidoyer ou en termes même de conseil agricole. C'est ça la coopérative. Je donne par exemple, si on prend par exemple les producteurs horticoles comme la pomme de terre ou l'oignon, les gens, si vous avez 100 producteurs, c'est insensé que chaque producteur fasse une commande d'achat de semences par exemple en Hollande ou ailleurs. Ils vont se regrouper en coopérative, évaluer leurs besoins en semences, 20 tonnes, 30 tonnes, 50 tonnes, et chaque producteur va donner sa quote-part pour essayer de commander les semences là où il devrait les commander et les acheminer pour pouvoir aller en campagne. Et c'est les mêmes coopératives aussi qui vont s'organiser pour payer les services d'un technicien dans le cadre du conseil agricole qui va les appuyer, c'est-à-dire dans le conseil agricole qui va les appuyer sur le plan technique. Et même, ils vont aussi se concerter par rapport à la commercialisation, sur la fixation des prix, etc. Et quatrième chose aussi, par rapport au plaidoyer aussi, les coopératives aussi vont faire le plaidoyer. C'est-à-dire qu'ils vont constituer une force, soit la coopérative, soit l'union des coopératives, ou soit le collectif des unions. Et quand ils sont regroupés et que c'est des produits, ils peuvent constituer une force, une organisation paysanne qui va faire le plaidoyer auprès des autorités pour pouvoir quand même jouer sur certaines choses, soit sur la concurrence ou sur les prix. Donc dès le départ, je dis que chez nous, l'esprit coopératif a été faussé. La coopérative a été perçue comme étant une cellule, pour parler en français facile, une cellule quoi. C'est-à-dire on a la cellule, on dit on va demander des financements. C'est ça la coopérative chez nous. Et, voilà. Et pour revenir au Kitimaha encore, pour toujours dans le cadre des coopératives, nos coopératives sont confrontées à certaines contraintes, surtout sur les facteurs de production. Les facteurs de production, c'est quoi? C'est l'accès à la terre. Vous savez, on est une société, vous connaissez nos sociétés, par rapport à la technique foncière, rarement la femme hérite. Voilà, l'accès à la terre cause problème pour les coopératives. C'est pourquoi vous voyez rarement il y a des arbres fruitiers dans certains périmètres. Parce qu'on peut vous prêter des terres pendant 100 ans, mais vous ne pouvez pas y implanter un arbre fruitier, un arbre. Donc il y a cette contrainte. L'autre contrainte, c'est l'accès au financement. Le financement, vous voyez que le coopérative, si je prends l'exemple de l'ICFG, l'Union des coopératives féminines de Kitimaha, dont c'est secrétaire général, il faut dire combien de financements l'ICFG a eu depuis le cas de Jardin de Concagne, en passant par le consortium qu'ils ont eu avec ACF, en passant par d'autres financements, etc. Donc toujours on a cette perfusion qui est là au chevet des coopératives. Or, il faut réfléchir à dispositifs, à des mécanismes beaucoup plus pérennes pour que ces gens sortent de ce cercle infernal. Bon, si on est vraiment une coopérative, on est vraiment un producteur ou bien un acteur, c'est très simple. On fait un plan d'affaires. On fait un plan d'affaires en bonne et due forme qui va vraiment mesurer la faisabilité technique, financière et commerciale du projet qu'on porte. Et là, si le projet est bancable, on peut trouver un financement auprès d'une banque de la place pour pouvoir se financer, aller en campagne. Et quand vous finissez, vous remboursez la banque. Ça, même si le projet n'existe plus, le mécanisme peut continuer. Nous, c'est dans ce sens, comme il a eu à faire allusion à Enabel. Moi, je suis le coordinateur régional d'Enabel au niveau de Kitimaha. C'est ce dispositif qu'on a mis en place en signant des conventions subites avec deux banques, IBDA et Djiki. Et ces producteurs maraîchers, ces producteurs laitiers, ces producteurs de décrus, nous les appuyons en élaborant des plans d'affaires, on les oriente auprès de ces banques et la banque va voir la faisabilité
de ce projet d'entreprise et les financer. Ça a commencé avec Ticket, ça a commencé avec IPTA. Il y a eu des promoteurs qui ont été financés par ces banques. Même si nous on se retire, et là le mécanisme existe. Moi je suis un producteur, j'ai besoin de 300 000, 500 000 pour aller en campagne, pour acheter des intrants. Je contracte un prêt auprès de la banque, je pars en campagne, je rembourse. Parce que même les produits financiers que les banques offrent sont adaptés à l'agriculture. C'est-à-dire que c'est après chaque campagne que vous allez rembourser. Vous remboursez, et maintenant, même si le projet n'est plus là, le mécanisme continue. C'est ce mécanisme qu'on est en train d'expérimenter au niveau de la région. Autre chose aussi, autre contrainte de ces coopératives, moi je pense aussi l'âge moyen de ses membres. C'est des coopératives créées ici, je crois, des années 80, l'âge moyen. C'est des femmes relativement âgées actuellement. Et la coopérative repose aussi sur le leadership, comme l'a dit Sidi, sur le leadership d'une femme. Si la femme disparaît ou devait prendre l'âge, et la coopérative va décliner, ça va avoir n'importe quelle activité de cette coopérative. Bon, autre contrainte, c'est la transparence dans la gestion. La gouvernance de ces coopératives là aussi cause problème parce que ça c'est centré autour d'une personne. Il n'y a pas de transparence, donc finalement, vous savez, l'argent c'est quoi? C'est le nerf de la guerre, donc il y a des discussions et vraiment les gens ne sont plus motivés à travailler dans la coopérative parce que soit on dit que la présidente a besoin de l'argent ou la trésorière ou bien un groupe de personnes, on ne sait pas où partir l'argent. Donc ça impacte aussi sur... autre contrainte aussi majeure aussi que nous avons diagnostiquée au niveau du maraîchage, ici le maraîchage n'est pratiqué que pendant la consaison froide, c'est-à-dire après les cultures publiques, c'est-à-dire à partir d'octobre, novembre, voire novembre, on commence à faire le maraîchage. Or, pour vraiment que le maraîchage soit rentable, il faut que ce soit 12 mois sur 12. C'est-à-dire qu'il faut faire la consaison froide, la consaison chaude et la campagne hivernale pour que le maraîchage puisse marcher, au moins quand même aller en 2 campagnes. Donc maintenant, or les gens ne font qu'une seule campagne, la consaison froide, et là ça n'a jamais été rentable. Donc moi je pense que pour me résumer, on a axé le développement du maraîchage sur les coopératives. Moi, en tout cas de mon expérience, le communautaire marche. Je ne dirais pas que le communautaire ne marche pas, mais quand même on a tendance à penser que les exploitations individuelles ou familiales marchent beaucoup plus que les exploitations communautaires. Même communautaire, c'est le nom, parce que quand vous avez le périmètre, vous avez 100 femmes ou 80 femmes qui évoluent dans ce périmètre de 2 hectares, mais chaque femme n'a que 2 planches, 2 parcelles à exploiter individuelles. Ça n'a rien de communautaire. C'est le périmètre seulement qui est communautaire, mais l'exploitation, chaque femme n'a que 2 petites planches à exploiter et qu'elle arrose en 30 minutes par sur. Et économiquement, quand on fait des calculs économiques par rapport à ça, on trouve que ce n'est pas du tout. Économiquement, c'est pas rentable. Peut-être sur le plan social, ça permet comme une mobilisation sociale des femmes quand on veut développer certains thèmes. Ça résout certains problèmes, c'est-à-dire les conflits sociaux, parce que les femmes, ça occupe les femmes. Bon, c'est le seul intérêt, l'un des intérêts pour ces coopératives, ça occupe les femmes. Donc, merci encore une fois, c'était ma maigre contribution par rapport à l'exposé de M. Sidi Traoré. Merci. Monsieur Sidi Traoré, que je connais bien, qui a développé la problématique des coopératives agricoles. Moi, j'ai développé la problématique de maraîchage en général et au Grimaga en particulier. Vous voyez, la première... je suis Kamra Bouyagui, je suis le maire de Tachot. Ouais, maire de Tachot. Donc la problématique des coopératives, tellement... En fait, il faut dire que les coopératives agricoles sont confrontées à beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est l'analphabétisme. Parce que la plupart des présidents, jusqu'au secrétaire général, trésorier, généralement, c'est des analphabètes. Alors, quand on fait une activité, même une activité maraîchère, ou quelle que soit l'activité, il faut savoir faire un bilan de son travail. Cet exercice, on l'a initié dans beaucoup d'endroits, mais il y a beaucoup de limites. On est dans des zones
vraiment analphabétiques. Au point de vue technique, les techniques culturelles, les maîtrises d'eau, même en les formant, bien sûr, il y a des formations des adultes, la méthode participative pour former les adultes. Bon, après, il a fait les sessions de formation, bon, sérieusement, on n'a pas vu tellement de retombées positives, des résultats, parce que ça n'évolue pas, la production n'évolue pas. La production n'évolue pas parce qu'il y a des contraintes aussi au niveau de la production, parce qu'on est dans des zones chaudes. On est dans des zones chaudes. À partir du mois de mars-avril, bon, les cultures maraîchères ne se développent plus. Vous pouvez se développer peu. Bon, excepté certaines variétés qu'on peut les cultiver pendant la saison chaude. Il y a la contrainte aussi d'eau. Ce n'est pas n'importe lieu où on peut trouver en tout cas de l'eau pour pouvoir étendre son périmètre, pour pouvoir exploiter son périmètre tout le temps. Évidemment, il y a des variétés, il y a des techniques culturelles. On n'est pas arrivé à des cultures sous serre et tout. On n'est pas encore là pour pouvoir développer. Et les zones de développement des cultures maraîchères sont très limitées. Dans l'ensemble de la Mauritanie, c'est seulement la zone côtière qu'on peut cultiver. Tout le temps, on peut faire le maraîchage. C'est de la zone de Rosso jusqu'à Kermassen. Ça, c'est en dehors de notre zone, les zones qui nous intéressent. C'est une contrainte. Il y a aussi la contrainte d'importation. On fait face à une importation, en tout cas des pays comme le Maroc, la concurrence, une concurrence féroce contre le Maroc et certains pays européens, les Hollandais, partout ça. Donc le producteur n'est pas excité en tout cas à étendre sa production. Parce qu'à un moment donné, il produit beaucoup. Au mois de mars, avril et mars-février, on a une production importante. Et la plupart de la production périsse, les pourritures, tout ça. Au niveau national, on n'a pas mis des installations pour pouvoir conserver, en tout cas, les légumes qui sont très, en tout cas, sensibles à la chaleur et tout. Ça, c'est les grandes contraintes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La zone où la production maraîchère se développe très bien d'ailleurs. À Rosso, on n'arrive pas actuellement à consommer les pastèques que les gens produisent, de Rosso jusqu'à Diama. Donc la contrainte encore devient plus rude. Voilà ce que je peux vraiment augmenter. Hier, il y avait un thème que je voulais développer. Malheureusement, j'ai eu un contrat, c'était hier ou avant-hier, c'était l'écologie. Je l'ai appelé, j'ai dit, les techniques culturelles adaptées. C'est-à-dire comment on travaille le sol. C'est une technique, parce qu'avant de développer n'importe quelle culture, il faut savoir quel sol on a à faire, quelle technique il faut utiliser pour la durabilité de la culture. Et dans ce terme, j'allais parler un peu de la rotation des cultures, parce qu'il faut éviter les monocultures. Il faut éviter les monocultures. Et j'ai fait aujourd'hui, cette année, le riz. L'année prochaine, je peux faire une culture fourragère, où je peux associer les cultures, je peux les cultiver en intercalé. Ça, c'est très, très important. Et la fertilisation, je crois qu'hier, vous avez vu dans les réseaux sociaux, vous avez parlé de la fertilisation organique, c'est-à-dire comment on fait une fumière. C'est ce processus qu'il faut développer, la rotation, l'utilisation de l'organique, parce que l'organique, c'est là où les nutriments viennent, les aliments de la plante viennent. Quand ça se décompose, il y a certains éléments dont la plante a besoin qui les tirent, tout ça. Évidemment, il y a des engrais chimiques qui ont leurs limites, comme l'azote, le phosphore. Parce qu'on ne veut pas beaucoup les utiliser, il y a des inconvénients. On aura beaucoup à faire à ces engrais, mais de plus en plus, il faut s'en débarrasser. Surtout les nitrates qui polluent en tout cas les eaux souterraines. Le phosphore, en tout cas, qui fait pour les problèmes d'eutrophisation, l'enrichissement en tout cas de l'eau.
en matière rurale, ça c'est très mauvais. Donc il faut aller maintenant voir ce qu'on appelle la fertilisation raisonnée. C'est-à-dire qu'il faut donner juste à la plante ce qu'elle a besoin. Le surplus là, ça s'en va et c'est très mauvais pour la culture. Et ce qu'il faut aller développer encore, c'est les cultures intercalaires. Ça c'est le terme qui demande entre. Bon, vraiment, c'est ça ce qu'on appelle l'agroécologie. Pour les traitements, en tout cas, pour lutter contre les insectes, des fois, chaque fois, surtout dans la vallée, on utilise beaucoup de produits chimiques, comme les décadés, le propanol et tout ça. Ça, c'est des poisons qu'il faut éviter dans l'environnement. Donc, il faut aller vers ce qu'on appelle les biocides. Les biocides, c'est les insecticides qui viennent en tout cas des plantes ou autres produits qui ne sont pas nuisibles dans notre environnement. C'est ça, vraiment, en tout cas, la base de l'agroécologie dont on parle souvent. On a beaucoup de matières organiques qu'on peut vivre, les fumiers, les caroténoïdes, tout ça. Il faut faire en tout cas des formations. Et on en a fait assez. Hein. On en a fait assez. Comment on fabrique les fumiers, quand est-ce qu'il faut le remuer, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quelle quantité il faut l'utiliser. Tout ça, ça a été développé dans beaucoup de points de la Mauritanie. M. Sidi, il en est témoin de ça, parce qu'on a travaillé ensemble pendant plus de 3 ans dans ce domaine. Je crois qu'il faut aller tranquillement vers, en tout cas, l'agroécologie. C'est le futur. Parce que ce qu'on a constaté, notre terre est en train de s'appauvrir. Cet appauvrissement est dû à quoi? L'excès d'engrais, l'érosion. L'érosion, c'est dû à quoi? C'est le manque d'arbres, la déforestation. Parce qu'il y a un lien entre déforestation, baisse de la fertilité, baisse de rendement et famine. Il faut inverser cette tendance. Il faut aller vers l'agroécologie. C'est la tendance actuelle dans beaucoup de thèmes. Bon, il y a des thèmes contradictoires, mais moi j'ai opté pour ça. Parce qu'on est en train d'aller vers le changement climatique aussi. Hein? De plus en plus, nous serons confrontés à des périodes de sécheresse. Comment faire la résiliation? Comment les populations peuvent vivre avec cette sécheresse? Ce que j'ai développé dans cette conférence, dans le Guirimaga, on a des précipitations très fortes. C'est la région la plus pluvieuse, mais c'est la région qui était, en temps donné, le grenier de la Mauritanie. Mais actuellement, on n'occupe pas cette place. Pourquoi? Parce que la sécheresse devient très très fréquente en Mauritanie et également en Guirimaga. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la construction des barrages. Ils ne demandent pas de gros barrages, mais des barrages collinaires. Il faut revitaliser certains mares qui sont ensevelis. Il y a beaucoup de bassins versants. Il faut faire la conservation de l'eau. Des bassins pour que l'eau puisse stocker pendant la sécheresse pour qu'on puisse les réutiliser. Quand on a beaucoup d'eau, on peut faire l'embauche bovine. L'embauche bovine ne peut pas se faire seulement avec la paille traitée, mais avec les cultures fourragères. Hein? C'est ça vraiment qu'on appelle le développement durable, hein, dont on parle. Le développement durable, on en parle souvent, mais la notion est très vaste et elle est insaisissable. Cette notion est très insaisissable. On peut le voir dans le domaine, on peut l'appréhender seulement dans le domaine de la foresterie. Chaque année, dans certains pays organisés, on calcule le volume de bois qu'on a, ce qu'on appelle la dendrologie. La dendrologie. Oui, la dendrologie. On calcule le volume de bois qu'on a. On calcule la consommation de bois. Par le bois d'œuvre, on voit la différence. C'est comme si tu as ton carnet à la banque ou tout. Quand tu étudies le capital, là, tu es déjà dans la zone rouge. Donc au Guirimaga, on est au-delà de la zone rouge. On a tout déforesté, on a tout coupé. On coupe, on ne remplace pas. C'est vraiment, c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle la dégradation de notre terre actuelle. Hein? On fait la carbonisation, on fait n'importe quoi, mais quand tu coupes un arbre, normalement tu remplaces par un autre arbre. Mais c'est pas ça.
Guidimaga. Donc, je crois qu'il faut conscientiser sur ces trucs. Il y a des thèmes là qui sont développés, l'agroforesterie, que moi-même j'ai développé avec le PNUD, avec beaucoup de mes amis consultants. Bon, certains sont là, d'autres sont partis. Et je voulais vraiment taire leur nom. Ok, au revoir, merci. Moi, je m'appelle Salou Sakho, je suis agent de développement de la commune d'Ar et je suis également membre du conseil régional du Guidimaha. La problématique des coopératives féminines au Guidimaha, pour moi, le premier problème d'abord, c'est l'État. Parce que l'État n'a pas réglementé les coopératives. Si nous prenons l'exemple du Guidimaha, qui est constitué maximum 500 villages, mais il y a plus de 5000 coopératives au Guidimaha. Donc ce qui fait que réellement quelque part, ce n'est pas réglementé. Ça c'est un. Le deuxième problème, c'est la gouvernance. M. Traoré l'a dit tout à l'heure. Le maire aussi l'a dit, la plupart des membres des coopératives sont analphabètes. Mais l'analphabétisme aussi n'est pas un frein à la gouvernance. On peut être analphabète et faire une bonne gouvernance. Mais malheureusement, les coopératives féminines au Guidimaha, je parle du contexte Guidimaha, c'est ce qui nous concerne. C'est le cas de toute la Mauritanie, mais c'est le contexte guidimahanké qui nous intéresse ici. En général, c'est une seule personne ou deux qui gèrent ces coopératives qui ne font pas de bilan. Donc il y a réellement un problème de gouvernance. Tu pars dans une coopérative, tu ne sais pas qui est président, qui est secrétaire général, qui est trésorier. Donc tout est confondu dans les coopératives. Ça, c'est une contrainte. Il y a une autre contrainte aussi qui se pose vraiment aux coopératives. L'appropriation. Sidi l'a dit tout à l'heure, il y a un projet qui amène des financements. Une fois que le projet est fini, allez, rien ne reste. Donc ce qui fait que ces coopératives ne s'approprient pas de ces actions. On dit la coopérative de GRDR, la coopérative le projet du GRDR, le projet de ACF, le projet ainsi de suite, Enabel, mais les gens oublient que c'est leur projet. Il y a un problème d'appropriation. Ce problème se pose réellement aux coopératives. Il y a une autre contrainte aussi que le nombre pléthorique des coopératives. Tu pars dans une coopérative, tu trouves il y a 500 membres qui exploitent 1 hectare. Là, c'est une contrainte, c'est un problème. Il y a une autre contrainte aussi, la formation. On dit qu'il n'y a pas d'eau. Mais si, par exemple, il y avait des formations, actuellement, il y a des techniques d'irrigation qui font qu'avec peu d'eau, on peut cultiver 12 mois sur 12. Mais ce problème aussi pose réellement au Guidimaha. Le problème de formation, technique culturelle, technique de production, technique de conservation. Le maire l'a dit tout à l'heure, il y a une certaine période, il y a tout le monde qui produit et il n'arrive pas à écouler. Donc s'il y avait des formations qui étaient là pour transformer les produits maraîchers, conserver les produits maraîchers, le problème n'allait pas se poser. Donc il y a tous ces problèmes-là qui sont là, qui se posent vraiment aux coopératives. La solution, c'est quoi maintenant? La solution, c'est peut-être faire des états généraux, des coopératives, s'asseoir, trouver la solution. Quel type de coopérative faut-il pour le Guidimaha? Parce que nous savons aujourd'hui, il y a plusieurs coopératives ici. Il y a des coopératives qui se disent des coopératives agricoles, des coopératives artisanales. Mais réellement, quand tu descends sur le terrain, tu ne sais même plus qui est coopérative agricole, qui est pour coopérative artisanale, cause pour laquelle j'ai dit que le premier problème, c'est l'État. Parce que l'État n'a pas réglementé tout ça. L'État est là, elle donne des agréments, donc ça, c'est réellement un problème. Donc il faudrait qu'on trouve une solution
pour sortir de ça, pour essayer de trouver une solution à cette insécurité alimentaire qui est là. On est envahi par des produits qui viennent un peu partout et nous ne savons même pas dans quelles conditions ces produits sont cultivés. Donc là, réellement, je crois qu'il faudrait qu'on trouve une solution. Et là, il faudrait que l'État, les collectivités territoriales, la société civile, que tout le monde s'asseye ensemble pour essayer de réglementer un peu les choses. Voilà. Merci. Mamadou Kébé, connu sous le nom de Abdoul. Moi, j'ai plutôt une question en fait, parce que je suis profane en la matière. J'ai écouté avec une grande attention les intervenants et je les ai entendus parler de gouvernance, d'un problème de réglementation ou de l'octroi des licences si nécessaires. Tout ceci, c'est des problèmes en amont. À aucun moment, je n'ai entendu parler d'une gouvernance en aval. Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a un suivi? Et je suis désolé, mais je pense que le problème, il commence par là. Le problème, c'est nous-mêmes. Nous parlons des problématiques des coopératives féminines. Regardez la salle, on s'adresse à qui? Nous-mêmes. Les solutions ne sont pas très adaptées au problème. Aujourd'hui, nous qui sommes ici sur cette table, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète à ce qu'on solutionne ce problème? On se parle à nous-mêmes. Elles sont où ces coopératives féminines? Aucune d'elles n'est ici présente. Comment peut-on faire pour les approcher et avoir une solution concrète? C'était ça ma question. Merci beaucoup. Les coopératives, il y a une multitude de coopératives. Bon, quand il y a des formations, je vais former des coopératives. Tu pars dans un village, je vais former des coopératives. Tu vas avoir des milliers de coopératives qui vont se présenter. Des milliers de coopératives. Bon, des fois, les gens appellent des coopératives carton. Il y a des milliers de coopératives, mais les coopératives qui sont vraiment actives sont très rares. C'est difficile. On m'a donné l'exercice difficile d'assainir les coopératives, l'assainissement des coopératives, voir dans le pays quelles sont les vraies coopératives qui sont. On a essayé, mais c'est un exercice très délicat. On a fait le recensement de toutes les coopératives. J'ai voulu les chiffres des milliers de coopératives, je le voulais, avec le temps, je le voulais. Et quand on a fait l'assainissement, on n'a pas trouvé plus de 70 coopératives réellement qui travaillent sur le terrain. Donc il y a un problème. Avant de créer une coopérative, moi je crois que c'était un préalable. Il faut voir l'activité d'abord. Il faut que les gens commencent d'abord à faire quelque chose concrètement sur le terrain. À partir de ce moment, on peut faire appel à l'administration pour la coopération. Coopération, c'est l'entraide. Les gens qui ne travaillent pas, ne peuvent pas s'entraider. Il y a des initiatives qui sont là, qui sont informelles, mais qui travaillent bien. C'est ces gens qu'on doit les voir et les viabiliser. Donc, l'État aussi n'a pas vraiment joué son rôle d'arbitrer les coopératives. Donc, on a une situation pêle-mêle. N'importe qui peut dire que moi j'ai une coopérative, il présente son papier. Et on sait aussi comment ce papier a été obtenu. Vraiment, il y a un problème d'organisation au niveau de ces coopératives. J'en connais quelque chose. Moi, j'étais vraiment là-dedans. Ok, merci. Nous ne devons pas continuer toujours à tromper nos communautés. Quand on sait qu'une activité n'est pas rentable, le temps est venu de penser à une autre solution. Maintenant, moi, ce que j'ai pensé, c'est que cette activité ne peut pas se faire
sans le facteur eau, tout le monde est unanime dessus. Or, les Guidimaha, déjà à partir du mois de mars, tous les puits tarissent. Donc, on ne peut pas compter sur ça. Dans des conditions où des études géophysiques ne sont pas effectuées, tout ça complique la situation. Je crois qu'une des solutions, c'est de réaliser des forages. Au moins, on a l'eau en disponibilité. Pendant tout le temps, on a de l'eau en général, comparativement au puits. L'autre réponse ou l'autre solution, c'est de revoir un peu les zones d'intervention. Est-ce qu'on trouve conséquent d'investir dans le maraîchage quand on est à Darfour que d'investir à Djagili? Par exemple, quand on est à côté du fleuve ou d'un cours d'eau. Là, au moins, on a l'eau en disponibilité. N'est-ce pas? Et les Sénégalais et les Maliens, s'ils nous importons leurs produits, c'est parce qu'ils ont utilisé le fleuve. Disons-nous la vérité, ils ont utilisé le fleuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des bacs flottantes qu'ils ont mis sur le fleuve et il y a l'irrigation qui se fait et immédiatement on a la production. C'est elle qui se répercute jusque chez nous. Le Maroc, il n'est pas normal que le Maroc nous envoie ses carottes. Pourquoi on dit Maroc c'est le pays des Atlas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tellement de montagnes. Et ils ont peu de terre. Mais regardez comment ils nous nourrissent. Comment ils nourrissent les Sénégalais. Comment ils nourrissent les Maliens. Comment ils nourrissent les Béninois. C'est une production qui est en train de s'étendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que Bouyagui a dit tout à l'heure. Ils ont créé des bassins de captation d'eau ou de stockage d'eau. Pendant qu'il pleut, ils ont comment on appelle ça, des bassins qu'ils ouvrent pour stocker l'eau pluviale. Une fois que la pluie est terminée, ils referment. Maintenant, quand ils se mettent à exploiter, une fois que l'eau manque, ils utilisent l'eau qu'ils avaient stockée dans les bassins. Vous voyez, ça a été une réponse jusqu'à ce qu'eux, ils ont satisfait leur consommation personnelle et maintenant, ils sont en train de résoudre la consommation au niveau même de la sous-région. C'est ce qui est étonnant. C'est encore étonnant quand tu te mets du côté de Gouraï et que tu regardes le Sénégal, c'est pitoyable. Donc, remettons-nous en question, osons-nous nous remettre en cause. Ce qui va, ça va. Si ça ne va pas, disons que ça ne va pas. Maintenant, les femmes, moi, je lis ce phénomène toujours par rapport à leur illettrisme. Il est vrai qu'il y a des femmes qui sont illettrées, mais qui sont très très dynamiques. On en a connu ici au niveau de Guidimaha. Mais le problème, c'est que, comme vous tous vous avez reconnu, la gestion de la coopérative reste toujours une gestion personnelle. Comme je l'ai dit, ce n'est plus comme avant. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Quand tu fais une demande et que tu l'amènes au niveau de la délégation reçoit la demande. Maintenant, elle te fait accompagner, elle t'accompagne sur le terrain. Maintenant, tu réunis tes membres. C'est au moment de la constitution que le délégué intervient. Et là, on explique les statuts. On explique le contenu des règlements intérieurs. Hein? C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, c'est devenu un fonds de commerce. Tantôt, quelqu'un le disait. Tu peux trouver dans une famille où chaque membre a une coopérative. C'est encore horrible quand vous partez au niveau des hôtes. Pourquoi? Parce qu'il fut de temps
où l'État distribuait de l'argent, 200 000, 300 000. Donc, si moi j'ai une famille composée de 10 personnes, chacune a une coopérative, mais c'est un trésor que j'ai reçu il y a si peu de temps. Donc, c'est devenu ce fonds de commerce. C'est difficile de corriger ces erreurs, mais quand même, il convient d'organiser des rencontres avec ces coopératives pour essayer d'expliciter un peu ce qu'elles doivent faire en matière de gouvernance, surtout que cette gouvernance, elle est accaparée par la gérontocratie. C'est difficile, c'est un problème difficile. Mais le problème est que je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que les jeunes filles n'intègrent pas ces structures-là? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve que des vieilles? Donc, c'est certainement peut-être qu'elles se sont rendues compte de leur improductivité. S'il y avait quelque chose à tirer, d'important à tirer, elles, là où elles sont, elles ont besoin de l'argent pour s'acheter carte de crédit. On n'est plus dans le même environnement d'antan. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne s'investissent pas dans le système associatif? C'est là la question. Bon, maintenant, je m'excuse par rapport à la question de Québec. C'est vrai, le suivi a beaucoup manqué. Le contrôle a beaucoup manqué dans nos activités. Dans les localités qui sont situées tout le long du fleuve, c'est-à-dire de Gouraï jusqu'à Khabou par exemple, ou au niveau de Wompu, là où il y a des cours d'eau, hein, c'est là où il faut investir dans le secteur maraîcher. Sinon, il faut essayer de réaliser des forages, mais en aucun cas des puits qui ne sont pas des réponses appropriées pour régler cette question. Au niveau du Kilimaha, je parle sous le contrôle de M. le maire qui est un agronome. Au niveau du Kilimaha, on est sur le haut fleuve. Les gens de Diogontro ont peut-être plus un problème d'accès à l'eau que souvent à Darfour ou à Chagar. Parce que la distance manométrique est de 12 mètres. Au niveau du haut fleuve, vous avez du fleuve jusqu'à la berge, vous avez 12 à 14 mètres. Donc la femme, et aussi le triptyque GMP, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de mettre le système d'exorde, n'est pas adapté. Parce que quand vous mettez en GMP, une année où la durée de vie du GMP n'est que de 2 ans maximum. Donc, on nous a toujours, excusez-moi du terme, l'erreur pour dire que le Kilimaha est sur un biseau sec. Mais c'est pas du tout. Ici, on a fait des géophysiques dans certains endroits, on dit qu'il n'y a pas d'eau. Alors, quand on a foré, on a mis en forêt et on a trouvé un débit important, 12 à 19 mètres cubes heure. Alors qu'on dit que le Kilimaha est sur un biseau sec. Moi, par exemple, on a eu à faire 12 forages dans le cadre de Rimdir avec Enabel. À Hamdallaï, Hamagé, on a eu 19 mètres cubes heure avec un forage, alors qu'on nous a dit que c'était un biseau sec. Donc il faut vraiment voir le fait de nous dire qu'au Kilimaha, est-ce que c'est pas un lobby qui était là pour nous dire que le Kilimaha, voilà, c'est un biseau sec. Donc par rapport à ça, je pense que l'eau, il faut relativiser un peu. Les gens du fleuve ont plus de problèmes d'accès à l'eau, pas plus de problèmes, mais beaucoup de problèmes quand même pour accéder à l'eau du fleuve. On est en train de voir quel système d'exorde mettre en place pour vraiment que les gens puissent arroser leur périmètre. Et parce qu'on a vu que les GMP, ça ne marche pas. Parce que la distance manométrique est de 12 mètres. Parce qu'à ce niveau, on est sur le haut fleuve. Au niveau ça veut dire du Diogontro jusqu'à... Voilà, c'est sur le haut fleuve, la distance manométrique est de 12 mètres. Ça, c'est... Et par rapport à la question qui t'était posée, ce qu'on a remarqué pour les coopératives, vous avez des coopératives composées uniquement de femmes âgées, la moyenne d'âge peut aller jusqu'à 60 ans, mais à côté vous avez des coopératives relativement, c'est-à-dire où il y a des jeunes femmes.
Mais le problème de ces coopératives, c'est des coopératives naissantes qui ne sont pas membres de l'ICFG et qui n'ont pas accès à beaucoup de sources de financement. Cela est très simple. Hein. Toi, tu es un sociologue, tu connais l'histoire entre belle-mère et belle-fille. C'est difficile pour une femme, c'est-à-dire de s'associer avec sa belle-fille. Par exemple, dans nos maisons, même l'animation, le changement de comportement qu'on fait dans le cadre de la sensibilisation communautaire sur certaines thématiques, vous voyez, il y a certains sujets, quand ils regroupent les femmes, quand la belle-fille est là, dans le focus group, il y a les deux groupes, belle-fille et belle-mère. Certains sujets, on en parle, c'est-à-dire les gens ne disent pas d'aborder. Donc c'est difficile pour moi. Moi, je pense que c'est par rapport à ça. Voilà. Donc, parce que je ne peux pas planter des arbres fruitiers sur un terrain qui ne m'appartient pas, parce que ça va donner plus à l'avenir que le présent. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la clôture. Les femmes ont des problèmes à clôturer leur terrain, parce que nous avons toujours à côté des animaux qui divaguent et qui gâtent leurs biens. Même s'ils leur font des recours, ils courent devant les administrateurs, ils n'ont jamais, un retour. Donc ils ne sont pas satisfaits. Le troisième problème est le problème le plus ardent, c'est-à-dire c'est le problème d'eau. Toutes les coopératives féminines du Kidimaka, à un moment, même ceux qui sont au bord du fleuve, arrêtent leur production parce qu'il n'y a plus d'eau. Et d'ailleurs, je ne peux pas peut-être citer certaines coopératives, mais j'ai constaté pendant ces 3 ans, les coopératives qui ont mieux donné, ce sont les coopératives qui ne sont pas au bord du fleuve. Je vais citer la coopérative de Kininkoum ici à côté, et la coopérative de Wouloumboni qui n'est pas loin. Et ceci, tout le monde connaît au Kidimaka, il y a toujours un problème d'eau à Wouloumboni et à Kininkoum. Ça, je suis témoin de cela. À chaque année, ce sont ces gens que nous primons parce qu'ils donnent plus que les autres. Peut-être je n'ai pas le temps de revenir pourquoi ceci, cela, mais quand même c'est des grandes lignes que M. Kébé a demandé comment faut-il aider ces gens, parce qu'il faut d'abord connaître leurs problèmes. Et un autre problème, un autre phénomène est là, c'est l'assistance technique. Les femmes ne sont pas accompagnées, il n'y a aucun technicien. Souvent, elles sont confrontées à une surproduction. Et la plupart du temps, c'est les insecticides, autre chose, qui demandent un technicien. Et il n'y en a pas. Donc pour moi, c'est là où je révèle en tout cas tout le gros du problème de ces coopératives. Il faudra les aider, c'est dans ce sens. Et le doyen Traoré a aussi souligné un problème, c'est quoi? C'est que ces gens, c'est des illettrés et il n'y a pas de jeunes filles ou de garçons qui sont là pour leur faire leur cahier de charges, pour les accompagner. Parce que c'est quoi? Ce qu'elles produisent, elles le vendent, l'argent est là, qu'est-ce qu'il faut faire avec? C'est payer des savons et les diviser en... Donc, on produit pour le mettre dans un autre commerce qui ne produit pas. Voilà, bon, je m'arrête là pour l'instant. En tout cas, vous avez les techniciens ici qui vont peut-être approfondir ce que je viens de dire. Il y a certains problèmes qui ont été soulignés, mais le plus important, le plus crucial, c'est le problème de l'eau. Le problème de l'eau qui ne devait même pas se poser dans certaines parties de Kidimaka. Le Kidimaka en général, c'est un environnement hydrogéologique difficile. Le taux de réussite des forages, c'est 30%. Ça veut dire que quand tu fais 3 sondages, il y a un forage qui est positif. Parce qu'on est sur les granites. Ça ne m'étonne pas que les gens nous mettent d'eau par heure. Parce que les granites, il y a des failles. Quand on fait une étude géophysique, on regarde que les failles, parce qu'on est dans les granites. Il peut y avoir une grande faille, pendant la pluie, ça se remplit. Et on peut épuiser. Si c'est une petite faille, tu puises pendant 2 mois, 3 mois, ça va être à sec. Donc, pour résoudre le problème des gréements en matière d'eau, je vais venir sur le bassin. C'est des bassins de rétention. Le curage des lacs, les forages ne sont pas fiables. Et c'est trop cher. Taux de réussite très fort. Hein?
C'est-à-dire le taux de réussite est très faible. Et également, c'est des forages. En forage, quand on est en forage, quand il y a un appel d'eau, on a de la cortine, donc on est sur des failles. Quand tu pars vers Rosso, on est sur les masses richiens. Tu fais un forage, tu as beaucoup d'appels d'eau. Donc tu as des mètres qui vont. C'est le caractère de Girimaga. Il n'y a pas d'eau. L'avenir de Girimaga, c'est le fleuve Sénégal. C'est le fleuve Famelo. Sinon, le contexte est très différent, le haut bassin. Parce que, bon, on a eu à calculer, hein, quand il fait un périmètre, les charges dans la formation des coûts de production, l'énergie occupe des fois jusqu'à 60%. Pourquoi? Parce qu'il y a un pompage très fort à niveau maritime, sinon Félicine Bana Hantina. Parce que avant et pourquoi quand je suis à Rosso, je prends ma crépine et je mets parce que là-bas, on est sur des axes hydrauliques. C'est des défliants. On appelle les défliants. Ce qu'il faut que il faut vraiment des aménagements CSDRS. Des aménagements CSDRS. CSDRS. C'est-à-dire conservation eau et sol, défense et restauration sol. Parce qu'on est sur un relief accidenté, les pentes sont très fortes. Il y a les ruissellements, il n'y a pas d'infiltration. Donc il faut vraiment des aménagements pour favoriser l'infiltration. Parce que je donne des aménagements hydro-agricoles. Nous, on a géré avec l'ICAID, le programme que tu connais très bien, on a fait un barrage à Bote. Bote, vous avez été là pour former. On a fait un barrage. Sur 5 km en amont du barrage, vous avez plus de 500 bizarres. Tout le cheptel qui vient du nord, en transhumance vers le Mali, prend de Bote comme heure de repos, parce que la nappe est à fleur dans l'Ouest. Donc c'est grâce au barrage. Donc si on a des retenues d'eau, des barrages, des diguettes filtrantes, des digues en terre, etc., c'est ce qui va vraiment recharger la nappe phréatique et va vraiment augmenter la fréquence d'eau. Parce qu'ici, au mois de mars, on ne parle plus de maraîchage au Guitimar à cause du tarissement des puits. Mais si on a remarqué, là où on a mis ces aménagements, l'eau, c'est-à-dire la nappe remonte et les puits ne tarissent jamais. Même le cas de Mbéidia, on a aménagé un barrage à Mbéidia et eux-mêmes ils disent que le niveau des puits a été un niveau jamais égalé depuis que les puits ont été créés il y a 10 ou 15 ans. Parce qu'il y a un barrage à côté. Les puits n'ont jamais tari aussi. Donc je pense que c'est la solution. C'est une des solutions. Ça, c'est ce qu'on appelle les aménagements de surface. C'est pour diminuer, on diminue en même temps l'érosion et puis on favorise l'infiltration. Il y a un village ici, à Sicile, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Mais quand on a mis un aménagement de surface, actuellement, les puisages donnent bien. Ça favorise l'infiltration. Mais l'étude géophysique dans tout le climat avec c'est une zone très défavorable pour les forages profonds. À Tachot, on est en train de récupérer les eaux de surface, les eaux d'altération de la roche. Là où les forages ont manqué, on fait un puits de 7 mètres. Ça alimente tout un quartier. C'est l'altération de la roche qui a fait ça. Mais quand tu pars en province, tu ne trouves pas rien. C'est ce que je voulais dire. Assalamu alaikum, je me présente d'abord. Je suis Sidi Kamara, chargé du développement durable et la cohésion sociale de Génération Unie pour le développement de Sédibali. Alors, je commence d'abord à remercier tous les intervenants. Et je crois que notre vie
en prenant ce volet du développement durable, en se disant qu'il fallait parler de l'agroécologie, de la culture hors sol, de l'embouche bovine, des cultures fourragères. Je ne m'attendais pas à avoir une floraison d'idées comme ça. Et beaucoup de problèmes au niveau des coopératives. Et je crois qu'en ayant cette discussion depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu une idée de ce qu'on va faire, et ce qu'on doit faire et ce qui nous attend sur le terrain. Je crois que Génération Unie ne s'est pas trompée alors. Vu les problématiques des coopératives, quand j'écoute les uns et les autres, je comprends aisément qu'il faut changer radicalement les positions actuelles. C'est-à-dire, les coopératives existent, ou bien les pré-coopératives existent à Sidi-Babi depuis 1976. Je ne dirais pas qu'elles n'ont pas servi, mais elles n'ont pas apporté de solutions à nos problèmes. Les femmes n'ont pas de terre, et nous nous proposons d'innover dans l'agroécologie en faisant la culture hors sol dans ta propre chambre ou sur ta terrasse. Je pense que c'est une solution avant de voir mieux que ça. Et je crois que le temps nous a manqué et les emplois de temps ont été changés. Après la thématique, la problématique des coopératives féminines, il était question de faire une table ronde pour faire la capitalisation de tout ce que nous avons fait. Et nous avons cette chance, c'est d'avoir des personnes ressources. Et par l'intervention des uns et des autres, on a vu que tout le monde est impliqué dans le système associatif et humanitaire. D'aucuns sont des agents de développement, d'autres sont des ingénieurs, d'autres sont des élus, la société civile. Donc Génération Unie se propose d'être un catalyseur, un facilitateur pour qu'on puisse aller de l'avant. Le diagnostic est posé, le problème est posé, il n'y a pas, personne n'a la science infuse, personne n'a le monopole de la science et de la solution. Nous voyons ensemble ce qu'on peut apporter à nos populations, à nos sœurs, à nos mamans, à nos tantes, à nos frères, à nos oncles. Et je crois que le débat est ouvert, à mon sens, parce que en écoutant nos amis ici, et je crois qu'il faut innover. Je pense qu'on va prendre le parti pris du champ école paysan. Pour moi, il faut abonder dans ce sens-là. Dans le cadre d'un maraîchage, on ne va pas demander aux gens de venir ici. On va aller trouver le paysan ou le maraîcher là où il est. Le former, le montrer ce qu'il doit faire dans sa pratique. Et je pense que dans ce cadre-là, l'idée est lancée, il faut peaufiner cette idée-là et voir dans quelle mesure on peut travailler là-dessus. Après, nous attaquerons un autre domaine, qui est l'embouche bovine. C'est dans notre culture, le Guidimaka est un territoire agro-pastoral, nous avons toujours fait cette pratique-là, mais comment on n'a pas les bonnes techniques. Tora l'a dit tantôt, c'est pas parce qu'on est fils de paysan qu'on est paysan. On n'a pas les techniques, on reproduit
de ce que nous avons reçu de nos parents, même si ce n'était pas les bonnes formules. Donc il faut changer radicalement les mentalités. On a vu par rapport à l'embauche bovine, qu'elle soit pour avoir de la viande ou du lait, il faut changer de comportement, expliquer quelle est la masse du bétail qu'il faut avoir, quels sont les intrants et tout ça. Et après, il viendra toutes les autres formations qui seront là après. Je parlerai de la pisciculture, je parlerai de l'aviculture, mais en tout cas, plus que jamais, Génération Unie est dans une voie. Nous avons le mérite, et je crois que c'est une chance. Nous n'avons pas d'argent à offrir à quelqu'un. Nous sommes là pour aider techniquement nos parents pour aller de l'avant. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Il faut réunir maintenant toutes les bonnes volontés autour d'une table. Je crois qu'aujourd'hui c'est la fin, mais ça ne sera pas la fin, c'est juste la fin du festival. Mais on se réunira ici demain ou après-demain avec toutes les bonnes volontés pour voir quelles sont les solutions, quels sont les critères qu'il faut adopter pour aller de l'avant. Et je vous remercie sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullah.